Merci de cette fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Une fois n'est pas coutume, le Grand Jury reçoit ce soir un imam. Il s'agit de l'imam Oumarou Diarra. Il est ancien ministre délégué en charge des affaires humanitaires et des réfugiés du gouvernement Choguel Kokala Maïga 1. Monsieur le ministre, merci de cette toute première comparution devant les grands jurys. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie pour cette invitation, Inch'Allah. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Nous avons Eladj Chana Takiyou, plusieurs fois Eladj Chana Takiyou. Abdraman est dans son éternelle protestation. Il est même plus à l'âge que les imams. Abdraman est un philosophe. Chana, merci d'être là. Merci beaucoup, Barou. Il est même plus à l'âge que les imams. Je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur le ministre ou l'imam. Pourquoi tu n'ajoutes pas les géographes? Les géographes? Votre observation déjà sur la composition du jury. Bon, tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui m'a permis d'être devant ces éminentes personnalités aujourd'hui qui animent le débat politique au Mali, qui invitent les hommes d'opinion à s'exprimer sur ce qui leur concerne par rapport à leur vision, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, en un mot, pour animer le débat public. Donc pour moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes émissions passées et je leur salue de passage. Le jury est ainsi bien composé, je pense. Abdraman, nous avons l'imam Diarra ce soir. Nous avons suivi aussi avec beaucoup d'intérêt son parcours spectaculaire d'imam à ministre de la République. Et je pense que ce n'est pas habituel chez nous d'accueillir des anciens ministres qui ont fraîchement quitté le gouvernement. Donc c'est tout l'intérêt que vraiment que sa présence représente aujourd'hui. Et en plus, il est quand même le chef d'un parti, bien d'un mouvement politique, le mouvement patriotique pour la justice, face au PJ, effectivement, qui a joué un grand rôle dans un passé encore récent sur la scène politique. Surtout. Ouais, sur la scène politique. Donc je pense que vraiment il devrait avoir vraiment beaucoup de choses à nous dire. Oui. Et j'ose espérer que son passage au gouvernement, quand il portait encore le manteau de membre du gouvernement qui l'obligeait à certaines réserves, ne va pas se répercuter sur sa prestation de job. Parce qu'il n'est plus tenu par les charges gouvernementales. Nous avons espéré que vraiment il sera assez libre pour répondre aux questions que nous allons lui poser. D'accord. Chana. Merci beaucoup, Barou. C'est un personnage atypique. Un personnage atypique parce que il est un imam et durant la lutte contre le M5 RFP, il faisait plier... La lutte du M5. La lutte du M5. Contre le régime IBK. Contre le régime IBK, il faisait prier les gens. C'est l'espace public. Au boulevard de l'Indépendance, sous le soleil. Et l'imam de la rue, qui par la suite a été récompensé et devenu ministre. Aujourd'hui, il est retourné peut-être à ses anciens amours, à la mosquée, à Dieu. Il est retourné à Dieu. En réalité, on saura s'il est définitivement retourné à Dieu ou bien il profite de Dieu pour revenir encore sur la scène politique.
L'imam, déjà, on vous présentait tout à l'heure comme l'imam. Effectivement, Abdelrahman, s'il vous plaît, effectivement, vous officiez dans une mosquée de la capitale dans un quartier de Bamako, qui est Missabou, qui abrite déjà le siège de renouveau, de l'imam au ministre. Comment vous avez vécu déjà vos premiers instants lorsque vous avez franchi les portes de la salle du Conseil des ministres de la République du Mali, l'imam? D'accord, je vous remercie pour cette question. Vous savez, nous sommes dans un pays historique et plein de culture. Oui. Et qui parle des religions, font partie de toutes les grandes familles du Mali en général. Sinon, comme beaucoup de mes compatriotes, l'imam Oumarou Diarra a fait l'école classique, c'est-à-dire l'école française. Je n'ai jamais été à la Madersa ni dans les Blongokalan et autres, mais je suis un pur produit de l'école classique. Oui. Mais les obligations, certaines responsabilités m'ont amené quand même à aller à la quête de cette religion musulmane. Quand j'ai été désigné à l'âge de 16 ans dans ce même quartier par la jeunesse musulmane comme leur président. Comme moi, j'ai horreur d'occuper une responsabilité quand même sans acquérir l'essentiel dans ce domaine. Donc, des compétences. Donc, c'est ce qui m'a amené. Parce que votre père était imam, hein? Non, c'est ce que nous avons appris. Non, loin s'en faut. J'accompagnais juste mon papa à la mosquée. L'imamat dans notre famille a commencé par moi en 2007. Donc, c'est pour vous dire, je suis géographe de formation de mon état. Vous avez fait l'ENSUP? J'ai fait la flash. J'ai fait la flash et j'ai soutenu en 2008. Donc, ce qui fait que je me suis forgé. Oui. Je me suis forgé à cause des impératifs de la vie. Vous avez suivi une formation d'imam au Maroc, au Royaume? Au Maroc, effectivement, oui. de 2018 à 2020, j'étais au Royaume chérifien, oui, dans le cadre de la formation des imams contre l'islam radical. Donc, en tant qu'imam depuis 2007, quand même, je me devais de me perfectionner dans ce domaine. Sur quelle base vous êtes allé au Maroc? Est-ce que parce que on fait une présélection. Exactement. Est-ce que à l'époque, vous aviez le niveau pour aller au Maroc? Parce que vous n'avez pas fait ni une médersa, ni l'école coranique classique. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez appris le Coran. Ensuite, est-ce que vous êtes un hafiz al-Coran pour devenir imam? Hafiz al-Coran ne fait pas partie des critères obligatoires pour être imam. d'accord. Donc, moi, j'ai fait le test comme tous les autres imams étudiants qui ont été sélectionnés pour aller au Maroc. D'accord. Le test a été fait au niveau du département des affaires religieuses à l'époque et nous avons passé au test et nous avons tenu les. Comment vous avez appris avant de venir au test? Expliquez-nous parce que maintenant, aujourd'hui, nous avons la question essentielle. Comme je l'ai dit, la formation, c'est dans le quartier oui. ici. Hein. La formation, moi, pratiquement, quand je commençais avec mon formateur, Cheikh Oumar Koumaré, qui est aussi l'imam d'une mosquée, à l'époque, on était tous des célibataires. Je dormais chez lui. À partir de chez lui, je quittais souvent pour aller à l'école. Je quittais l'école et directement chez lui. Donc la formation, ça a été une formation actuelle. Et aujourd'hui, je continue la formation avec les nouvelles NTIC, avec l'Internet aujourd'hui, la formation. Vous parlez arabe? L'imam, des charges d'imam dans une mosquée, aux charges de ministre dans une salle du Conseil des ministres. Comment vous avez vécu les premières instances? Les premières instances, je vous avoue que j'étais d'abord très comblé parmi plus d'une vingtaine de millions de Maliens. Surtout, c'est inédit pour votre cas. Je pense que c'est la première fois oui. dans l'histoire de notre pays. Hein. Cela n'est pas dû seulement au fait que j'ai fait prier au niveau du boulevard. Les gens oublient que j'ai été élu dans cette même commune lors des élections législatives de 2020. J'ai été élu annulé par la Cour. Par la Cour. S'il y a une légitimité parmi toutes les autorités aujourd'hui qui dirigent le pays, je fais partie de cette légitimité. Parce que quand vous prenez du Premier ministre au Président de la République, Président de la Transition aujourd'hui, je suis quand même celui qui a fait une élection tout dernièrement et qui a été élu avec 52,31% par sa communauté. Oui. Donc, c'est par la suite qu'il y a eu la lutte du M5. Beaucoup oublient souvent ce passage-là. Mais quand même, entre l'imam, pour moi, les heures de prière ne dépassent pas 1 heure dans les 24 heures. Et elles sont connues. Et la mosquée, comme on l'a dit, se trouve
dans un espace, dans un environnement vital. C'est au Mali que les gens ont résumé la fonction d'imam d'aller faire prier et retourner à la maison. Un imam, d'abord, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Moi, j'en ai vu dans plein de pays. L'imam, il quitte le tribunal, il est le juge, il quitte le tribunal, il vient faire prier, il laisse son robe de juge, il fait prier, ensuite une fonction honorifique. Voilà. Donc moi, j'ai été d'abord responsable logistique dans une société qui faisait l'import-export pour les grands moulins du Mali. L'étude impact environnemental des 45 MW de Balingué sous ATT, c'est moi qui ai fait l'étude impact environnemental avec Numtech en France. Donc j'ai été dans mes activités bien avant le poste de ministre. Professionnel. Allez-y, Abdraman. Voilà. Je pense que si on parle de l'imam Oumarou Diarra, on retient beaucoup plus, comme l'a évoqué Chana ici, celui qui a joué un grand rôle dans l'avènement de ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous le savez, vous avez joué un grand rôle dans le départ d'Ibeka. Et malheureusement, avec des péripéties malheureuses telles que les événements que vous avez connus, avec beaucoup de victimes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute conscience, vous avez le sentiment et vous êtes quitte avec votre conscience que ce régime que nous vivons aujourd'hui est en train d'honorer ces victimes-là, ces martyrs-là, le changement qui sont tombés, le changement pour lequel ils sont tombés? Est-ce que vous avez le sentiment d'être vraiment de les honorer aujourd'hui? Vous savez, tout changement d'abord s'inscrit souvent dans la durée. Il est souvent facile de changer les hommes, mais changer un système a besoin d'un temps. Pour moi, le processus qui est engagé aujourd'hui, quand même, a donné de l'espoir au peuple malien quelque part. Et cet espoir a besoin d'être concrétisé, des trucs qui comblent l'attente de la population. Vous savez, j'ai eu à le dire dans le temps, la lutte contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, pour moi, c'était obligatoire. Paix à son âme. Paix à son âme, c'était obligatoire. De passage, je tiens à souligner, je l'ai dit à plusieurs reprises, même pendant la lutte contre le régime, que Ibeka, paix à son âme, fait partie des hommes politiques que l'imam Diarra aimait personnellement. Mais il faut savoir, à un moment donné de l'histoire, faire la part des choses entre l'homme et le pays. Nous savons tous que la corruption, l'insécurité... Monsieur le ministre, aujourd'hui, oui. Vous aurez aussi des gens pour vous dire que la lutte contre ce régime actuel est une lutte obligatoire. Oui, je n'en disconviens pas. À cause du chemin qu'ils sont en train d'emprunter. Draman, je n'en disconviens pas. Donc dites-nous en réalité, sur quoi se fonde aujourd'hui votre fierté? Votre fierté d'avoir participé à cette lutte-là. Moi, ma fierté. Sur la base vraiment des choses promises, des choses, comme vous l'avez dit, des attentes. Est-ce que vous pouvez nous égrener quelques actes déjà? Moi, ma fierté d'avoir participé à cette lutte, d'abord, c'est le sentiment du retour du patriotisme du peuple malien. Et c'est ce qui manquait au départ quand vous luttez? Est-ce que c'est la manquait? Abdraman, il va développer quand même. Il va répondre à la question. Allez-y. Aujourd'hui, je suis mieux placé pour savoir. Allez-y. Le peuple malien, dans sa majorité écrasante, se sent fier aujourd'hui. Parce que nous avons des autorités en place, quelque part, qui ont su maintenir l'équilibre entre l'intérêt du peuple malien et l'intérêt des partenaires, je ne dirais pas... Est-ce que c'était les objectifs qui avaient fondé votre lutte, ceux dont vous êtes en train de parler aujourd'hui? C'était les objectifs qui avaient fondé votre lutte? Non, je ne pense pas. Je vous dis, la refondation aujourd'hui... Je connais les choses sur lesquelles reposaient vos revendications à l'époque. Ce n'était pas ces choses-là. On est parti de cela. Abdraman, est-ce que vous pouvez prendre un exemple concret, par exemple? Exemple concret. Allez-y. Quand on était là, ce dont on parle là aujourd'hui, c'est pour mieux l'expliquer, ce dont on parle aujourd'hui, patriotisme, souveraineté et autres là, n'est intervenu qu'après le départ de la première transition. Avant, on n'était pas sur cette... Et vous-même, sur le boulevard, cela n'a jamais été... Abdraman, votre question, un exemple. La première transition n'était pas l'aboutissement de la lutte du peuple malien. Cette première transition, vous savez,
a voulu partir sans les vrais acteurs du changement. Ouais, allez-y, il n'y a pas de... Donc, cette question de souveraineté, après la souveraineté... Cette question de souveraineté et tout ce qu'on parle aujourd'hui est survenu après la rectification en mai 2021. Donc, aujourd'hui, je peux dire, ma première satisfaction aujourd'hui, c'est l'espoir qui renaît auprès du peuple malien que notre pays commence à nous appartenir, qui nous échappait. Allez-y, Cheikh Nasrou. Monsieur l'imam, Oui. et vous avez été ministre de la République avec le gouvernement 1 de Choguel Maïga. Vous aviez été ministre en charge de l'action humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous avez fait en tant que ministre au profit des populations maliennes? Vous savez, un ministre, comme on le dit, c'est suivant un programme et des objectifs à atteindre. Et je remercie le bon Dieu et je remercie les plus hautes autorités de passage, le président de la transition et son premier ministre quand même qui ont placé leur confiance à ma modeste personne en me confiant le département en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des personnes déplacées internes. Pendant cette fonction, j'avais des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, c'était d'organiser la solidarité nationale tout en luttant quelque part contre la pauvreté, mais également mobiliser et organiser toutes les actions humanitaires sur l'étendue du territoire national afin de venir auprès des victimes civiles de cette crise, tout ce qui concerne l'assistance en termes de vivre et de non-vivre et de leurs préoccupations majeures. Sur ce plan, moi je pense que dans ce domaine, avant notre arrivée au pouvoir, l'humanitaire, je peux dire quelque part, était peu visible quand je me fie au gouvernement du président Ideka, au premier gouvernement Mokhtar, et comparativement à notre gouvernement, je pense que l'humanitaire a beaucoup plus fait de terrain. Les acteurs humanitaires avaient une orientation grâce à notre leadership. Nous avons pu quand même amener... Vous êtes dans une plaidoirie pro-domo, on vous demande les actions concrètes et non les objectifs. Non, les actions concrètes... On peut se fixer des objectifs et ne pas les atteindre. Les actions concrètes, c'est... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint ces objectifs-là? Dis-nous ce que vous avez fait concrètement. D'abord, j'ai organisé les acteurs humanitaires dans ce pays. Oui, ça c'est un acquis. Ça c'est un acquis. Oui. Les acteurs humanitaires savaient à qui s'adresser et comment orienter les actions humanitaires. J'ai développé une politique nationale. Vous avez chassé les acteurs humanitaires. J'ai développé une politique nationale humanitaire. Et en d'autres termes, pour tout ce qui concerne, au moment de ma fonction, les 2 ans, 20 jours que j'ai fait à la tête de ce département, à part Kidal, il n'y a pas un endroit au Mali où je n'ai pas mis pied tout en apportant l'assistance humanitaire nécessaire aux populations. Monsieur Diarra, malgré ce bilan reluisant qu'on peut mettre à votre crédit déjà, le président de la transition n'a pas voulu vous reconduire dans le gouvernement actuel. C'est du seul vouloir quand même des décideurs. Je pose une simple question. Aujourd'hui, dans un pays en guerre, où la crise humanitaire se fait sentir, si on a fait un gouvernement tout en supprimant l'humanitaire, donc on se pose la question. Souvent, un gouvernement est mis pour atteindre des objectifs politiques ou autres. Donc moi, je ne regrette rien. Je sais qu'on peut servir son pays en étant dans le gouvernement ou en dehors. C'est une critique envers l'actuel gouvernement. Je dis, vous convenez que c'est une critique parce que pour vous, ce n'est pas normal qu'en cette période de tristesse, qu'on supprime l'action humanitaire. C'est une critique vis-à-vis de l'actuel gouvernement ou bien? Bon, l'action humanitaire peut être orientée sous toute autre forme. Mais moi, à mon humble avis, ce département, on pouvait changer le ministre, mais supprimer le département n'est pas une bonne communication. Ah bon, d'accord. Allez-y, Abdraman. D'accord. Moi, je vous ai, effectivement, quand vous étiez ministre, je vous ai entendu évaluer le nombre de Maliens en besoin d'assistance à 7 millions, soit un tiers d'assistance humanitaire, soit un tiers de la population malienne. Et qu'est-ce que ça vous fait en tant que ministre des questions humanitaires que dans ces conditions-là, où les besoins d'assistance humanitaire se fait sentir par un tiers de la population, on décide d'expulser
les ONG qui œuvrent dans ce domaine-là? Nous n'avons pas expulsé les... Bon, le gouvernement n'a pas expulsé les ONG si, les ONG interviennent dans ce mis domaine. fin à l'activité de toutes les ONG et la majorité écrasante des ONG qui ont des liens avec la France. Comprenez bien, un pays qui décide de manière unilatérale de suspendre son aide au développement et qui veut venir vous assister sur le plan humanitaire. Quel est le projet derrière? Je pense aujourd'hui, on le dit au Mali ici, dans notre jargon, au lieu d'apprendre quelqu'un à manger du poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Si vous supprimez l'aide au développement et vous voulez continuer avec l'assistance humanitaire, quel est le projet? Moi, je suis un témoin où nous avons souvent des acteurs humanitaires qui ne jouaient pas franc jeu avec l'État. Dans la gestion de l'État, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Mais il était impératif pour nous d'anticiper, parce qu'on savait que cela allait arriver. Quand je parle au moment où j'étais dans le gouvernement, on savait que cela allait arriver. Donc, ces ONG... C'était prémédité de les expulser ou quoi? Non, pas les expulser. Parce que quand la France a pris la décision de manière unilatérale de retirer ses troupes, unilatérale, de retirer son aide au développement au pays du Sahel, plus particulièrement au Mali, donc, on donne l'impression comme si la France avait été chassée, elle ne s'est pas retirée. La France n'a pas été chassée. Tout ce qui a été fait, la France a fait de manière unilatérale. On a parlé d'abandon en plein vol. Le gouvernement a réagi par réciprocité à l'époque. Donc, au-delà de tout ça, je vous avoue que certains partenaires ne nous aidaient pas du tout. Vous savez, je donne juste un exemple. Vous prenez 2 villages qui ont besoin qu'on les apporte des vivres aujourd'hui. Ces 2 villages identifiés, répertoriés par les services de l'État, certains partenaires venaient dépasser ces villages pour aller donner là où l'État n'y est pas. Qu'est-ce que vous comprenez? Et ils ont été avertis. Là où l'État n'est pas. Oui, quelque part. Ils ont des critères différents de vôtres. Parce que s'il n'y a pas d'État, c'est que les besoins sociaux se font plus sentir là où il n'y a pas d'État. Tous ces partenaires sont accrédités par l'État. Vous ne pouvez pas agir en dehors du planning de l'État. Le bon sens quand même. Hein. Ça, c'est le minimum. Oui. Aucun partenaire, que ce soit français, allemand, italien ou nationaux, sont accrédités. Ce que je ne comprends pas, monsieur le ministre, comment vous pouvez être scandalisé par la suppression du ministère des questions humanitaires, de la configuration de l'architecture gouvernementale, et vous n'êtes pas scandalisé par l'absence d'acteurs humanitaires pour venir en aide à 7 millions de Maliens qui se trouvent dans le besoin. D'acteurs humanitaires d'un seul pays. Le Mali a une pléthore de partenaires aujourd'hui qui agissent dans le domaine de l'humanitaire. Ce n'est pas lié à la France. Quel est le manque à gagner? Quel est le manque à gagner des attaques? Quel est l'impact de tous ces acteurs-là? Vous avez évalué? Et quel est aujourd'hui, avec quoi vous les avez remplacés par les populations qui avaient besoin de leur aide? Tous les programmes, nous avons recensé, à l'époque, nous avions recensé tous les programmes qui étaient liés à ces organisations françaises ou qui avaient des financements français. Voilà, l'alternative c'était quoi? L'alternative, nous les avons répertoriés et l'État a pris le relais. Quand j'étais encore dans le gouvernement, nous avons même lancé le premier programme de tous ces acteurs qui avaient le financement français à MENA. Avant de passer la parole à Chana, monsieur le ministre, lorsque vous étiez encore en fonction, on a vu un procureur de la République critiquer violemment votre façon de faire. Il était même prêt à vous arrêter selon ses propos déjà. Que répondez-vous à ce procureur aujourd'hui? Parce que je pense que c'est quand il était allé jusqu'à la gendarmerie pour... Non, je dirais tout simplement qu'il lui a manqué de sagesse. Parce que quand on s'attaque à un ministre de la République, vous vous attaquez à une autorité. Si moi j'ai manqué, comme il l'a si bien dit, parce que lui il ne connaissait pas quelque part le dessous de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, comme on le dit en jargon. Pour nos télévisions, on parle du procureur de la commune 4 du district de Bamako. Oui, je dirais qu'il lui a manqué de sagesse. Quand même, quelqu'un qui est à son niveau devrait réfléchir mûrement avant de parler. Quand il dit un ministre de la rue, ça veut dire qui n'est pas dans la rue. Lui, sa maison est dans une rue. Le président qui a placé sa confiance en moi, on a compris ce que vous voulez dire. Un ministre de la rue. Voilà, c'est le contexte qui fait la phrase. Chana, il va répondre à ce que moi je répondrai à ces propos seulement est que quand on occupe une fonction aussi importante comme
procureur de la République, on doit réfléchir aux mots avant de les utiliser. D'accord. Moi, j'ai agi, on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Aujourd'hui, le pays, ce qui s'est passé ce jour-là, lui, ne sait pas ce qui s'est passé en amont. Avant, même pour aller le répondre, ceux qui sont partis, ils savent. Si ce n'était pas à cause de moi, on n'allait pas le répondre. Et lui, il allait utiliser quoi? La force. Là, allait nous amener à quoi? C'est Dieu seul qui sait ça. Donc moi, j'ai agi à planir les choses, à faire revenir les leaders religieux à la raison, à ce qu'ils sachent que le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et j'en suis fier. S'il est à refaire demain, je le ferai. Est-ce que ce n'est pas une interférence de l'exécutif dans les actions du judiciaire, par exemple votre... Lui, il a compris ainsi. Oui. Lui, il a compris ainsi. C'est ça sa compréhension. D'abord, pour que les deux imams... Donc, ce n'est pas un manque de sagesse alors. Pour que les deux imams acceptent d'aller répondre à la convocation, il faut aller leur demander qui les a obligés à aller. Dans ce pays-là, on sait. Moi, je me suis même pas levé spécifiquement pour aller au K1. Moi, j'étais parti à l'hippodrome où il y avait eu l'explosion d'une bouteille de gaz dans une famille où on a perdu quand même, je ne m'abuse, 5 personnes. C'est au chemin du retour que j'ai vu les musulmans réunis devant le K1. Oui. J'ai dit à mon chauffeur, la manière dont moi je vois ces foules-là, s'ils finissent de prier et qu'ils n'ont pas d'informations, ils risquent de rentrer dans le K1. D'accord. Donc pour éviter ça, je vais aller chercher à comprendre ce qui se passe. Et quand je suis arrivé, le gendarme, le CB m'a dit, l'imam, alhamdoulilah, soyez les bienvenus. Vraiment, il faut aller dire à ces gens-là qu'il n'y a rien de mal qui se passe ici. Nous allons finir avec l'interrogatoire. Les imams vont rentrer. Le lundi, ils vont se présenter au juge. Voilà tout ce qui s'est passé. Allez-y, Chana. Monsieur l'imam, vous êtes imam, vous êtes homme politique. Est-ce que vos actions politiques ne discréditent pas l'islam? Vous savez, j'entends cette question à la longueur des journées. C'est ceux qui ont présenté la politique comme la démagogie, ou la tromperie, ou le mensonge, ou faire le contraire de ce qu'on dit, qui peut amener cela. Si la politique est la gestion de la cité, qui est mieux placé de gérer la cité plus qu'un imam? Le premier des imams. Un imam gère la mosquée. La cité, c'est le maire. Le premier des imams. L'imam gère la mosquée, non la cité. Le premier des imams, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La nation qu'il a bâtie est la nation la plus stable aujourd'hui dans le monde. Économiquement, sécuritairement. Ça, c'est l'État islamique. Non, ce n'est pas l'État islamique, c'est l'Arabie saoudite. C'est une nation qu'il a bâtie. Le prophète, c'est le premier des imams. Dans sa mosquée, il y avait quoi? Il y avait le ministère de la Justice. Dans sa mosquée, il y avait le ministère de l'Économie, il y avait le ministère de la Défense. Donc, pour moi, aujourd'hui, d'abord, moi, mon État m'a formé gratuitement. L'Arabie saoudite en tant qu'État n'est pas très... Mon État m'a formé gratuitement, m'a donné une formation académique. Ma communauté a placé sa confiance en moi en faisant de moi leur imam. Si les deux peuvent m'aider à proposer des solutions à mon pays, pourquoi je reste dans la mosquée pour dire que je suis imam? Chana, Abdraman, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler maintenant du désengagement de la ministre qui fait aujourd'hui débat? Avant ça, s'il vous plaît. On va évoluer comme ça. Allez-y. Moi, j'avais une question de relance. On ne peut pas laisser passer. Avant d'être ministre, il avait d'abord craché, je pense, sur le poste de membre du Conseil national de transition. Et il a démissionné. Il a démissionné. Et les raisons évoquées sont claires. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai retrouvé. Après une longue réflexion, et je suis arrivé à la conclusion que pour être en phase avec ce qui a de plus profond en moi, le conseil actuel ne correspond pas à mes attentes. Et le paradoxe vient du fait qu'en réalité, vous avez quand même été obligé de travailler avec ce conseil qui ne correspond pas à vos attentes en étant au gouvernement. C'est un ensemble quand même. Oui, pourquoi vous avez posé la question? Oui, pourquoi est-ce que vous avez refusé le Conseil national de transition et vous avez été obligé de l'accepter dans la même configuration en étant au gouvernement? Moi, je n'ai pas refusé le CNT que parce que je pense qu'il est illégitime. Dans aucun de mes propos, si je vous rappelle le propos qui dit pratiquement que c'est illégitime. Vous dites la situation du Mali aujourd'hui commande un dialogue franc, sincère et inclusif, sans a priori, permettant à toutes les filles et fils de se donner la main pour relever les défis ensemble actuels.
Et si on va plus loin, on vous a écouté sur VOA parler de la même chose, qu'en réalité, que vous avez été élu et que on a nommé des gens à votre place. Si. Non, que la haute cour, je ne suis que pas. la haute cour, que la cour constitutionnelle. Écoutez, il va m'écouter d'abord. Il a dit non. Mais moi, oui, sauf que vous avez posé la question. Non, je pense une question. Vous avez posé la question. Non, il faut qu'il écoute d'abord jusqu'au fond. Non, parce que vous êtes il faut qu'il le ressente un peu le paradoxe. Pas seulement le contenu. Plus loin, je dis. Votre lettre, c'est que j'ai lu ici. Mais plus loin sur VOA. Je pense que vous avez été invité par Kassim Traoré, notre confrère. Kassim Traoré, vous disiez que, en réalité, en filigrane, vous disiez que vous étiez contre la nomination des membres. Non. Puisque vous-même, on a nommé des gens à votre place. Vous posez la question. Allez-y. Moi, je ne sais pas. Allez-y, répondez maintenant. Je suis quelqu'un, je ne renonce jamais à ce que je dis. Même si je commets une erreur, je l'assume. Naturellement, je suis ainsi. Le motif qui a fait que moi j'ai démissionné du CNT n'avait rien à voir avec la légitimité ou l'illégitimité du CNT. C'était manque d'inclusivité, vous avez dit. C'était par principe. Vous avez parlé de manque d'inclusivité parmi quand même. ces principes, bien avant le CNT, moi, à tort ou à raison, on m'a consulté, on m'a proposé, on m'a parlé du premier gouvernement Mokhtar Ouane. Les propos que j'ai dit à la personne ce jour-là, je lui ai dit très honnêtement, le Mali actuel, connaissant mon peuple, j'ai fait la lutte avec un mouvement qui est le M5 RFP. Et ce mouvement, aujourd'hui, pendant 3 mois, était sous le soleil, sous la pluie. Maintenant que les militaires sont venus parachever la lutte, s'il y a des acteurs qui devraient composer cette transition, ça devrait être avec le M5 et les militaires. Oui. Si les militaires veulent aller, ce jour-là bien, je dis bien, s'ils veulent aller sans le M5, il y aura un blocage en avant. Et c'est ce qui est arrivé. Donc moi, comme on le dit, dans une lutte, on a des gens qui nous conseillent. Ça, c'était le premier aspect. Secondo, l'imam Mahmoud Dicko, qui a été quand même une figure importante. Votre inspirateur, il a été un moment votre inspirateur. Du M5 RFP, m'a demandé le CNT, d'intégrer le CNT. Après la concertation avec les plus hautes autorités, je les ai dit, oui, j'aimerais bien vous accompagner, mais ça serait avec la bénédiction du M5 RFP. Oui. Si vous voulez que je sois membre du CNT, j'aimerais que ma proposition vienne par le canal du M5 RFP. Oui. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Maintenant, quand la liste a été proclamée, moi, dans toutes mes interventions, j'ai toujours dit que je n'ai pas envoyé de dossier, mais je n'ai jamais dit que je n'ai pas été concerté. Et ils le savent en âme et en conscience que ce que j'ai dit ce jour-là, c'est ce que je suis en train de répéter. D'accord. Oui, le CNT, mais avec la bénédiction du M5. Oui. Allez-y, Chana. Oui. On peut évoluer un peu, Chana. Oui. On a parlé du M5, oui. On a parlé de l'imam, on a parlé du ministre. Justement, parlons du pays maintenant. On a parlé du géographe. Oui. Il est aussi du M5 RFP. Aujourd'hui, le M5 RFP, on ne le sent pas, on ne le voit pas. On ne voit que le gouvernement, là où préside le président du M5 RFP, Choguel Meg, on dirait que c'est le gouvernement qui se substitue au M5 RFP. C'est-à-dire que politiquement, vous êtes liquidé. Qu'est-ce qui explique cette situation? Politiquement liquidé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire dans ce sens. La branche politique de la transition. On a l'impression que les M5 n'existent la branche plus, politique, hein? non. M5, c'est que Choguel lui-même appelle branche politique de la transition. Vous savez, n'existe pas. Vous savez, on ne peut pas agir de la même manière quand on est dans l'opposition et qu'on gère le pays. C'est pas de la même manière qu'on peut le faire. Aujourd'hui, le M5 RFP, je déplore certaines situations qui sont arrivées. Très honnêtement, moi, quand je m'interroge, si on me dit de dire un point négatif de cette lutte, c'est le fait que les acteurs qui ont mené cette lutte se sont séparés. Très honnêtement, s'il y a un point, s'il y a un échec aujourd'hui que je peux dire, et cet échec, je pense que cela se fait sentir même aujourd'hui. Parce que l'exécutif a besoin d'une base politique solide. Absolument. Pour soutenir ses actions. Absolument. Cette base n'y est pas.
comme on le dit, la lutte unie, le pouvoir divise. D'accord. Et dans ce cadre-là... Est-ce que ce n'est pas parce que les gens qui étaient dans cette lutte n'avaient pas les mêmes objectifs aussi, dès le départ? Bon, Ils n'avaient pas les mêmes visées. ça peut s'expliquer pour Ouais, c'est ce qu'il y avait, ouais, ou viser la même chose. il y avait- Non, il se peut qu'il y avait les mêmes objectifs. Peut-être les Ou mêmes peut-être ambitions. Les Il y a gens les mêmes ils avaient ambitions, les mais mêmes pas les mêmes ambitions objectifs. pour les mêmes postes. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, il y a la semaine dernière déjà, la semaine passée, la CEMAS à laquelle vous appartenez déjà a voulu battre le pavé pour réclamer une transition civile. Déjà, est-ce que cette initiative était bien ou mal inspirée? Est-ce qu'il est toujours membre du CEMAS? Non, il n'est plus, non, il a quitté. J'ai démissionné Oui. de la CEMAS. Vous Est-ce que savez, vous avez- Comment vous avez vécu cette initiative Est-ce de que la vous CEMAS? comprenez au moins leurs préoccupations? vous savez, la CEMAS, j'ai appelé le coordinateur dès que j'ai vu la lettre. Oui. Et une semaine avant, j'avais eu des entretiens avec l'imam Diko. Et c'est le contenu de ces entretiens, en toute honnêteté, était en déphasage avec la sortie de la CEMAS à travers leurs lettres. Donc du coup, j'ai appelé le coordinateur pour comprendre. J'ai dit, Youssouf, qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? Vous savez, en matière de gestion politique, il y a un timing. C'est bon de se faire voir, de se faire entendre, mais il faut tenir compte de l'opinion nationale. Aujourd'hui, le pays est engagé dans une vaste reconquête de son territoire, de sa survie même. Aujourd'hui, nous sommes face à des terroristes, nous sommes face à des bandits armés. Le moment où l'armée est engagée sur le terrain pour que le Mali puisse recouvrir son intégrité territoriale, ce n'est pas en ce même moment que vous devrez sortir pour demander une transition civile. Mais le moment ne s'y est pas. Donc je pense que sur ce plan, c'est vrai, la liberté d'opinion, mais il faut tenir compte de l'intérêt du contexte, peuple, du contexte, de l'intérêt du peuple. Abdraman, parlons de la situation sécuritaire. Il en a déjà. Ouais, vous l'avez déjà évoqué. Allez-y. Sauf que j'aurais bien voulu savoir. Évoluons franchement. J'aurais bien voulu savoir s'il était en train. Au conditionnel, c'est pas accordé. S'il était, ouais, c'est pas accordé. Allez-y. S'il était en train de retourner à la CEMAS, parce que il arrive même à leur donner des conseils. Non, c'est que comment vous savez, faire. Et il discute avec Mahmoud Diko. La différence de moi et de beaucoup de personnes, moi je ne vois pas les gens en ennemis. Je n'ai jamais vu quelqu'un en ennemi. On peut collaborer, les opinions peuvent... on peut avoir d'opinions différentes, mais cela ne fait pas de vous mon ennemi. Oui. Je garde mes contacts. Contrairement à beaucoup de... Moi, j'entends beaucoup de choses. Oui, d'accord. Moi, oui, est-ce que... Je vais vous dire une chose. Quelque chose va vous surprendre. Moi, mon premier salaire de ministre, je l'ai donné à qui? Je l'ai divisé à 3. 2 à l'imam Diko et 1 aux pauvres. Donc beaucoup de gens pensent que si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes opposé à cette personne. Moi, je ne suis pas de cette école. Et les salaires qui ont suivi? Moi, je ne suis pas de cette école. Vous lui devez peut-être cette promotion, certainement. Et les salaires qui ont suivi? Comment cette promotion? Moi, j'ai été ministre au moment où l'imam n'était pas avec le M5. Effectivement, vous venez de dire que le moment où on s'engage à reconquérir le pays n'est pas un moment où on devrait faire des revendications politiques. Est-ce que la transition est un moment où on doit engager vraiment des reconquêtes du pays? Puisqu'en réalité, on aurait pu laisser cette reconquête-là, comme on l'a vu par le passé, aussi à d'autres, à un pouvoir régulier qui est là pour le faire, soit par les voies du dialogue, soit par des voies, par des voies martiales, comme vous le savez. Est-ce que vous pensez que le fait de vouloir reconquérir aussi un pays pendant cette transition n'est pas une manière aussi de prolonger de façon indéterminée une transition? Et prolonger de façon indéterminée... Puisqu'on ne sait jamais quand est-ce qu'une guerre termine. Non, allez-y. Je vais vous répondre. Allez-y. Vous savez, il faut être un peu sur le terrain pour comprendre réellement ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Moi, je vois beaucoup de personnes ici à Bamako apporter des analyses. Je ne les en veux pas parce qu'ils font leur analyse sur la base de ce dont ils disposent. Ils n'ont pas touché le problème, c'est-à-dire ils n'ont pas été au cœur du problème. Moi, j'ai vu, j'ai parlé, j'ai discuté, pas avec l'hiérarchie militaire aujourd'hui qui gouverne le pays. J'ai eu beaucoup d'échanges avec eux, mais je me suis confronté à des hommes sur le terrain. Je connais leur mentalité, ce qu'ils ont subi pendant les régimes réguliers, comme vous le dites. La crise, elle est là depuis 2012. De 2012 à l'avènement de la transition, beaucoup a été fait. Est-ce que c'était la solution? Aujourd'hui, moi, je pense, quand Ibeka, paix à son âme, venait aux affaires,
l'insécurité était quelque part, je dirais, un peu dans les régions de Kidal. Seulement, oui. Seulement. Mais pendant le mandat de Ibeka, pratiquement tout le pays a été engrené par cette insécurité. Donc aujourd'hui, les autorités militaires qui sont là, on ne les a pas dit. Ils ont vu sur le terrain. C'était des commandants de zone. C'était des chefs de troupes sur le terrain. Donc ils ont une vision. Et cette vision, il était très difficile. Quand les régimes réguliers dont vous parlez, il y avait les embargos sur les armes. Le Mali même si le Mali avait les moyens, ne pouvait pas faire certaines acquisitions. C'est grâce à la transition qu'on les a faites. Donc moi, aujourd'hui, c'est le moment, il n'y a pas de timing pour amener la paix dans son pays. Mais quand le problème s'impose, il faut y aller. Amener la paix, vous avez dit. Hein. Oui. Mais nous sommes en guerre, nous ne sommes pas dans la paix. Oui, nous sommes en guerre. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Allez-y, Chana. Bien entendu. Est-ce que nous sommes en guerre? Parce que il y a un ministre de la République, le ministre d'État Abdoulaye Maïga, que j'avais rencontré avec une délégation récemment, a clairement dit que le Mali n'est pas en guerre. Il nous a dit que le Mali n'est pas en guerre, que le Mali tente de récupérer les emprises de l'aménagement. Donc, c'est vrai qu'il y a une situation de belligérance. Est-ce que vous pensez que cette situation de belligérance peut ramener la paix au Mali? Si Kidal la ville de Kidal est prise, Tessalit est prise, Aguelhak est prise, et après, solution de vous la savez paix. que la paix se nourrit du développement. Moi, en tant que ministre en charge de l'action humanitaire, j'arrive. Moi, en tant que ministre de l'action humanitaire, j'avais dit à l'époque à qui de droit que le conflit qui a été imposé au Mali, c'est-à-dire la guerre asymétrique, elle n'a pas sa solution qu'à travers les armes. Aujourd'hui, nous devrons aller vers des véritables programmes de développement. Parce que c'est là où j'en viens. Mais l'État ne peut pas rester continuellement être humilié par une communauté, une minorité, à chaque fois que l'État doit agir sur une partie de son territoire, qu'on leur impose des conditions. Cette situation aussi ne peut pas rester quand même impunie. Et moi, je pense que suite à la résolution de la MINUSMA, que les plus hautes autorités ont pris la décision d'aller quand même occuper les emprises de la MINUSMA. Et si nous avons été, si on a essayé de nous empêcher dans ce sens, mais obligatoirement, on agit. Donc pour moi, c'est vrai, après la récupération de ces emprises de la MINUSMA, moi je pense que le plus gros est derrière. Ce n'est pas la récupération de Kidal qui peut amener la paix. Mais il faut qu'il y ait des actions de développement qui suivent. Vous croyez en l'accord issu du processus d'Alger? Non, moi je l'ai dit, l'accord est caduc depuis des années. Oui, d'accord. Parce que les acteurs aujourd'hui sur le terrain, ceux qui sont les plus durs, ceux qui détiennent quand même aujourd'hui l'autorité dans les zones de conflit, je pense que la plupart ne sont même pas concernés par l'accord. Vous conviendrez avec moi. Vous parlez de qui? Non, je parle de JINIM, je parle de tous ces mouvements terroristes. De Koufa, de IAD. Ils sont pas concernés par donc l'accord. on doit aller vers eux. Par contre, est-ce qu'on doit aller vers eux? Par contre, comme l'Assise nationale de la refondation l'a demandé, on doit parler avec tous les Maliens. Mais c'est en étant en position de force que la négociation est beaucoup plus facile. Allez-y, Monsieur le ministre, dites-nous clairement, vous pensez aujourd'hui que le retour à l'ordre constitutionnel doit être suspendu aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé le problème de reconquête du territoire? Non, mais on vous a parlé d'un léger report, monsieur le jury. On a parlé d'un léger report. Est-ce qu'on peut avoir prise sur le temps du report si on est dans une, comme il a eu dans une situation, si vous voulez enlever le mot guerre là, quand on dit ce n'est pas parce qu'on déclare la guerre, quand on est dans une situation de guerre, situation de guerre, même si on n'a pas déclaré, parce que le ministre dit on n'est pas en guerre parce qu'on n'a pas déclaré officiellement la guerre. C'est ça en réalité, ce qu'il vise quand il en parle. Mais nous sommes en guerre, puisqu'il y a des échanges de feu aujourd'hui. Nous sommes toutes les villes sont sous feu, nous sommes en guerre. Et vous pensez que le retour à l'ordre constitutionnel doit être suspendu aussi longtemps que nous ferons face à ce problème? Moi, très honnêtement, toutes les actions qui peuvent permettre à ce que le Mali retrouve son honneur et sa dignité, à ce que la population de Bajangara, de Menaka, de Ogozakou, de Modoro se sentent maliens. Parce que la situation est claire. Il faut le dire. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être suspendue aussi longtemps qu'on n'aura pas reconquis la totalité du territoire? Moi, si c'est ce qui est mieux pour que la population du Mali se sente
mieux chez elle, moi je dirais oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Mali a les moyens de ce que vous êtes en train de reconquérir l'entièreté de son territoire, de s'imposer et d'imposer la paix? Est-ce que nous avons ces moyens militaires aujourd'hui? Vous savez... Pas militaires seulement, Oui. militaires seulement ne range rien. Les moyens militaires et politiques. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, aucun État pris individuellement ne peut faire face au terrorisme. N'est-ce pas? Donc, il est très important que nous ayons des partenaires sincères qui comprennent les enjeux, qui veulent aider le Mali par les solutions proposées par les Maliens. C'est là où moi j'en viens. Aujourd'hui, la lutte, ce qui rend très compliqué cette lutte, la lutte contre le terrorisme, il y a plusieurs facteurs. Dans le temps, au départ de cette crise, je ne parlais pas des séparatistes qui ont été vaincus dans le temps, Oui. mais on a essayé d'amener les conflits intercommunautaires, le djihad, je ne dirais pas le djihadisme, le terrorisme. Au départ, il y avait de l'instrumentalisation. Mais aujourd'hui, nous avons des fils et des filles du pays qui ont rejoint ces malfaiteurs. Pourquoi? Et cette cause doit être cherchée et neutralisée par l'État afin qu'on ait la paix après la reconquête de... Donc vous pensez qu'aujourd'hui, l'État ne doit couper le pont avec la SEMA et doit traquer la SEMA aussi bien que les terroristes? Quand un ami porte le boubou de l'ennemi, on le combat comme ennemi. S'ils reviennent à la raison, qu'ils sont des Maliens, il n'y a pas de problème. Pour moi, dans le contexte actuel, il faut que l'État ait la même mise totale sur toute l'étendue du territoire. Ensuite, les négociations viendront. Quel que soit l'État, hein? Oui. Allez-y. Monsieur le ministre, l'une des raisons pour lesquelles vous avez rejoint à l'époque, si j'ai bonne mémoire, le M5, c'était que vous avez été lésé pendant les élections législatives passées, n'est-ce pas? Est-ce que, et parmi les revendications du M5, du mouvement auquel vous appartenez, je suppose que vous continuez encore à appartenir à ce mouvement, ou bien ce qu'il en reste, figurait effectivement un dispositif électoral qu'on a tenté de faire avec cette refondation, d'où on a commencé d'ailleurs à esquisser avec le référendum. Est-ce que vous pensez que le dispositif aujourd'hui en place est vraiment est un correctif, et le correctif qu'il faut pour qu'on ne connaisse plus de crise post-électorale telle qu'on l'avait connue? La nouvelle loi électorale et la création du LEG. Hein? Oui, vous savez, moi, dans la lettre, dans la réponse que j'ai envoyée par rapport à la lettre de concertation du ministre d'État, du ministre de l'administration territoriale, concernant le processus, en tout cas ce qui reste du processus de la transition, nous on a été clairs. D'abord, le MPJ, qui est un mouvement politique, nous on a dit l'amélioration de la sécurité, de la situation sécuritaire, la révision du fichier électoral, ensuite faire l'élection présidentielle pour mettre fin à la transition. Le reste des élections, c'est ce que nous on a proposé. Oui. Aujourd'hui, vous avez parlé... C'est ce qui a été acté. Hein? Je pense ce qui a été acté. Oui. Quand nous, on a été spoliés, ceux qui sont en train de m'écouter, ils le savent. Parce que le problème, c'est quoi? L'imam a une constance. Moi, je fais attention à tout ce que je dis, à ce que je fais lors des rencontres. Parce que je sais que j'ai une étiquette qui n'est pas comme tous les autres. Quand on nous a mis ensemble, les 31 députés spoliés au siège de Fassoko, ces jours, j'étais même malade, je leur ai dit, si l'objectif de cet rassemblement est de revendiquer nos sièges, moi je n'en ferai pas partie. Mais si l'objectif c'est de travailler à ce que cela ne soit plus jamais au Mali, je serai avec vous. Aujourd'hui, l'EJ et tout ce qui suit, je pense que c'est même dans le souci de bien faire que le gouvernement de la transition a proposé le léger report des échéances à venir, même après avoir dit qu'ils vont organiser l'élection présidentielle. Parce qu'avec le fichier actuel, avec les dispositifs actuels, on risque de revivre les mêmes situations comme sous Ibeka. Donc il faut aller au-delà de l'EJ, de revoir certains dispositifs, surtout avec la nouvelle constitution. Ça veut dire que vous n'accordez pas beaucoup de crédit au référendum, puisqu'on l'a organisé avec le même dispositif. Oui, non, le référendum c'était un impératif, ça faisait partie
des priorités quand même de la transition. Non, le référendum est différent des autres élections. Donc on peut l'accepter, ce que vous voulez dire, ce dispositif-là. Non, le référendum, avec le référendum est différent de l'élection présidentielle, c'est différent des élections des députés, c'est différent des élections communales. Il y en a qui vous disent que c'est encore plus important que les autres élections, puisqu'en réalité c'est sur la loi fondamentale du Mali qu'on a voté en réalité. Oui, mais ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les politiques. Ça concerne tout le monde et, voilà. Je suis d'accord. C'est une loi qui est appelée à gérer le Mali pendant peut-être même des siècles. Bien sûr. Allez-y, Chana, pour votre dernière question. Monsieur l'imam, on parle d'élection. Vous posez votre dernière question. Allez-y. Il commence toujours et allez-y. Terminer par moi. Ça ne Allez-y. doit pas être ma dernière question. Allez-y. C'est lui qui commence toujours. Pose tes deux dernières questions. Allez-y. Il faut poser tes deux dernières questions. S'il vous plaît. Monsieur l'imam, on parle d'élection, on parle de dispositifs et de textes législatifs par rapport aux élections. On sait que vous êtes un homme ambitieux. Hein? Je voudrais savoir d'abord, est-ce que vous êtes encore prêt à faire acte de candidature pour les prochaines législatives? Comment ça, présidentielle? Législatives, j'ai dit, pour les prochaines législatives. Non, écoute, non, il a été candidat aux législatives, non? Je viendrai. Est-ce que vous êtes disposé à faire acte de candidature pour les prochaines législatives, parce que vous étiez élu, et puis bon, on a déclaré votre élection de député comme nulle. Ça c'est un. Secondo, est-ce que vous êtes disposé à soutenir le président de la transition au cas où il serait candidat à la présidentielle? D'abord, pour ce qui concerne ma candidature aux élections législatives, au moment venu, Inch'Allah, j'irai encore demander à cette population qui ont cru en moi, qui ont placé leur confiance en moi pour aller les représenter dans l'hémicycle. J'irai encore leur demander s'ils acceptent de m'accorder comme ils l'ont fait dans le passé. Bien sûr, je répondrai présent à leur demande pour me porter candidat aux élections législatives à venir. Pour ce qui concerne le président de la transition spécifiquement, vous savez, moi, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes qui ont servi ce pays. J'ai vu au président de la transition une ferme volonté de bien faire les choses. Et aujourd'hui, une candidature, si c'est ce qui est bien pour mon pays, qui peut aider mon pays à se retrouver, parce que moi, je vous dis une chose, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Parce que vous parlez de les hypothèses. S'il vous plaît. Non, vous devez le savoir si c'est ce qui est bien ou pas. Je n'ai pas besoin de dire si c'est ce qui est bien. Je n'en disconviens pas. Est-ce que c'est ce qui est bien? On suppose que vous le savez déjà. Abdraman, gérons les temps. Nul n'est éternel et nul n'est indispensable. Le président de la transition, il a fait ses preuves. Je n'en disconviens pas. Il a fait ses preuves. Maintenant, sa candidature peut faire plusieurs analyses. Pourquoi lui seul? Il peut être candidat comme parmi les colonels pour éviter le scénario de Sanogo. Il peut proposer un autre candidat. Ça peut être. Mais est-ce que légalement il est autorisé selon vous? La légalité. Ah oui, légalement, selon les textes. Il y a la légalité, il y a la légitimité. Moi, ma question est très précise. La question est bien précise. Moi, j'ai évoqué une hypothèse. Si Assimi est candidat, est-ce que vous serez prêt à soutenir sa candidature? Moi, j'attendrai qu'il dise qu'il est candidat d'abord. D'accord. Parce que moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le côtoyer. Il ne m'a jamais dit qu'il va être candidat. Côtoyer. Il n'a jamais dit qu'il va être candidat. Donc, si le jour il dira qu'il est candidat, en toute légitimité, je vais réunir, parce que moi aussi j'ai une base politique. Ce n'est pas ma personne seule qui peut porter Assimi à la magistrature suprême ou autre personne. Donc c'est ce jour où les candidatures seront déclarées. À la lumière de nos analyses, nous allons prendre une décision. Allez-y. Oui, mais moi j'ai deux questions que je vais cumuler. Allez-y, vous avez 30 secondes. À la lumière de vos analyses, sur quelle base juridique pourrait reposer une candidature d'Assimi alors que la charte sur laquelle et la constitution, l'ancienne constitution sur laquelle il a déjà prêté serment, disent qu'il ne peut pas être candidat. Ça, en attendant que les élections s'organisent, il y a de fortes probabilités que nous connaissons une situation similaire à ce que nous avions connu avant. Pour n'avoir pas respecté les sanctions de la CEDEAO, délais sur lesquels nous sommes engagés avec la CEDEAO. Comment voyez-vous une éventuelle sanction encore peut-être plus dure que la sanction que les sanctions antérieures si on n'arrive pas à organiser les élections dans les dates
promise à la communauté internationale. La confiance que je place à Assimi et ce que je sais de lui, il ne va plus accepter que le Mali soit sanctionné. Si cela doit coûter à lui, à sa seule personne. Il agit toujours selon l'intérêt du peuple. Donc, de ce fait, vous parlez de la charte de la transition. La charte dit que le président ne peut pas être candidat. Mais c'est s'il est encore président. Il peut démissionner. S'il démissionne, il n'est plus président. Non, si démission, est-ce que ça ce n'est pas une manipulation? Bon, comment une manipulation? C'est une manipulation. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Il n'est plus président. C'est une manipulation. En tout cas, c'est que il a prêté serment qu'il ne sera pas candidat. Non. S'il démissionne, c'est en une tant que manipulation. président. Non, non, mais il a prêté serment en tant que il a déjà géré. Il a déjà géré. Il a déjà géré. Il a déjà géré. C'est vrai que beaucoup de fois, les regards sont tournés par rapport à la présidentielle, très généralement vers le président de la transition. Est-ce que vous ne pensez pas à un scénario possible pour mettre Choguel en selle, pour que lui pourrait être candidat et président, et puis bon. Non, moi je pense qu'on doit avoir pitié de ce pays-là. Choguel, je pense ce qu'il a fait pour le Mali, déjà il est rentré dans l'histoire. Très honnête. Il pourrait davantage rentrer dans l'histoire. Chana, il est en train de répondre. Il est rentré dans l'histoire, très honnêtement, et ils ont commencé depuis 91. Il doit avoir pitié de nous aussi. De vous laisser. Je m'en arrête là pour le moment. Dans une lutte générationnelle. Je m'en arrête là pour le moment. Ce qu'il a fait pour le Mali, personne ne peut nier cela. Et il continue à le faire de la plus belle manière. Donc vous ne manière. souhaiteriez pas que Choguel soit candidat à la présidentielle? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais pour moi, il a mieux à faire aujourd'hui que d'aller vers une candidature. Pour moi, aujourd'hui, ce que le Premier ministre doit s'atteler, c'est de mettre tous les Maliens d'accord. Peut-être que le président aussi a mieux à faire que d'être candidat. Ensemble. Nous sommes pas dit que le président va être candidat, le Premier ministre va être candidat. Nous sommes au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Nous sommes dans l'escalier de la délibération. Monsieur le président du jury, bien du tribunal. Hein? Allez-y. Hein? Vous êtes le président du tribunal? Sinon, je suis en train de noter. Hein? Allez-y. J'ai écouté avec beaucoup, comme moi, vous avez écouté. Dès le départ, j'avais des appréhensions sur la prestation de notre invité d'aujourd'hui. Les appréhensions portaient notamment sur ses anciennes charges ministérielles, ses charges gouvernementales. J'avais dit que peut-être que j'avais des attentes comme quoi ces charges ministérielles n'allaient pas vraiment influencer sa prestation d'aujourd'hui. Je pensais qu'il s'en était débarrassé. Force est de reconnaître que mes attentes n'ont pas été comblées. J'ai rencontré quelque part un ministre qui reste encore lié par ces charges-là dans chacune de ses approches. Dans chaque réponse qu'il devait, c'est l'ancien ministre qu'on a écouté et non pas la personnalité libre qu'on voulait entendre écouter ici. Et c'est ce qu'il vient de dire et il se croit encore jusqu'à présent lié et si vous voulez redevable aux hautes autorités d'aujourd'hui, au point de penser que la légitimité doit l'emporter sur la légalité en ce qui concerne la candidature de Assimi Goïta, qui pourrait être vraiment une aventure très sérieuse, politique très sérieuse, puisque ça aurait forcément des adversaires. Donc je n'ai pas vraiment eu la personne que je voulais, mais je pense aussi qu'il a le mérite de s'assumer. Il a le mérite de s'assumer. Ses choix, il les assume, c'est ce qu'il pense, et il l'assume. Et cela aussi fait partie un peu d'une particularité qui mérite d'être retenue en sa faveur. Et donc je ne saurais vous dire de le libérer pour ça, ni vous dire aussi de le retenir dans les lieux de l'accusation. Je vous laisse le soin puisque ces choix peuvent avoir des implications très dangereuses pour le pays, je vous laisse le choix vous-même d'en décider, de l'évaluer. Sauf que vous êtes en train d'orienter mon choix. Hein? Bon, allez-y. Je vous le présente tel que c'est. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes là au grand jury qui est un forum de débat démocratique, un forum qui dénonce toutes les injustices,
Monsieur le Président, tu me permets de profiter du micro de ce soir pour m'indigner par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, d'abord. Allez-y. Au Moyen-Orient, en Israël, en Palestine, dans cette partie du monde, il n'y a plus d'humanisme. Les grandes puissances avec Israël sont en train de tuer les Palestiniens comme des chiens. Ils n'ont ni eau, ni électricité, ni nourriture. On bombarde des hôpitaux. On leur demande de quitter la ville. Et en cours de chemin, on les bombarde, on les tue. Où va ce monde? C'est une injustice. Indignons-nous, monsieur l'imam, face à cette injustice. Je suis d'accord. Indignons-nous face à cette injustice. Interpellons cette communauté internationale hypocrite. Oui, il faut s'indigner par rapport à cette situation. Et s'indigner aussi par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'il y a eu beaucoup de situations similaires, d'injustice, où cette communauté internationale n'est pas visible. Elle n'utilise que les droits de l'homme pour ses propres intérêts. Mais les droits de l'homme en Palestine, on ne voit pas la CPI. On ne voit pas la CPI. Monsieur le Président, je ne veux pas m'attarder sur cette question, mais le monde doit se mobiliser en faveur de la justice, en faveur de la Palestine, en faveur d'une résolution pacifique, politique de cette crise au Moyen-Orient, pour qu'il y ait des États. Cela dit, Monsieur le Président, lorsque j'entrais en salle, il m'est revenu que notre cadet Abdoul Niang a été mis sous mandat de dépôt par le juge Koulibaly. Hélas, parce que nous ne pouvons pas encourager les privations de liberté, mais chacun est responsable des actes qu'il pose. Il a été mis sous mandat de dépôt, non pas suite à la plainte de la CEMAS, mais suite à des propos mensongers contre l'institution judiciaire tendant à déstabiliser le pays. Donc vraiment, nous ne pouvons que souhaiter vraiment que notre cadet puisse avoir sa liberté, le jugement étant prévu le 16 novembre. Donc, nous prions pour qu'il puisse gagner ce procès. Dans tous les cas, il passe sa première nuit en prison. Cela dit, pour revenir à notre invité de ce soir, Enfin. L'imam politique. Monsieur le Président, c'est un homme de Dieu. J'ai de la faiblesse face aux hommes de Dieu, Monsieur le Président. Un homme de Dieu qui a une certaine sincérité, qui a une certaine honnêteté. Quand tu rentres dans un domaine qu'on appelle politique, où il y a le mensonge, où il y a toutes sortes de pratiques amorales et immorales, ben, il y aura toujours des soupçons, il y aura toujours des incompréhensions. Monsieur le Président, je pense que c'est un homme honnête, c'est un homme sincère, qui dit ce qu'il a, qui dit ce qu'il pense, qui dit ce à quoi il croit. Monsieur le Président, un homme de Dieu, demain ce vendredi, les gens de Missabougou ont besoin de lui pour qu'il les fasse prier. Libérez-le pour qu'il aille faire prier les populations de Missabougou demain vendredi. Un homme... Parce que notre condamnation ne l'empêche pas de faire prier. Notre condamnation n'est pas de nature à l'empêcher d'aller. Un homme sincère selon Chana, un homme qui s'assume selon Abdraman. On n'a retenu que ça chez moi. Je me mets entre les deux pour libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, mon homonyme, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci. Je vous remercie, le Renouveau. Ce groupe de médias m'a personnellement soutenu avant le poste, pendant le poste et continue à le faire. Et le Mali ne se fera pas sans les Maliens. Aujourd'hui, le combat qu'il est bon de gagner au-delà du recouvrement de l'intégrité territoriale, c'est de travailler à mettre les Maliens ensemble.
les cœurs et les esprits pour que nous sachions que personne d'autre ne viendra faire ce pays à notre place. Donc, sur ce, je salue les populations du nord, du centre du Mali, nos parents qui vivent cette terreur, cette barbarie de l'esprit obscurantiste, qu'Allah puisse aider notre armée à recouvrir l'intégrité territoriale, à amener la paix qui est la quintessence de tout projet de développement. Qu'Allah fasse ainsi. C'est sur cette prière que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité l'imam Oumarou Diarra,